Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre conférence sur la thématique du droit des affaires, donc de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Bienvenue. Donc, on va vous présenter différents parcours tout au long de la conférence. Donc, tous nos responsables de formation sont présents ici et donc peuvent répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le chat. Et voilà, donc je laisse la parole à Madame Laref qui va commencer. Merci Léa. Donc bonsoir à toutes et à tous. Comme vient de le dire Léa, je suis Madame Laref, responsable du Master 1 droit des affaires et vie de l'entreprise et du Master 2 pratique du droit des affaires. Alors avant tout ça, je voudrais préciser un élément qui normalement est acquis, mais tous les ans j'ai des candidatures qui montrent que finalement cet élément n'est pas si clair que ça pour vous. Le fait que la formation que je dirige n'est pas une formation en alternance, à la différence de mes collègues qui prendront la parole juste après, mais une formation initiale. Donc, il n'y a pas de possibilité de suivre ni à distance ni en alternance le master pratique du droit des affaires. Alors, sur le déroulé de ce master, Odd, est-ce que tu peux peut-être checker les slides? Merci. J'essaie d'ajuster avec le défilé des slides. Donc, sur le master pratique du droit des affaires, donc comme la présentation vous l'indique, il s'agit finalement d'un master qui va vous permettre de vous former au métier de juriste d'entreprise, d'avocat, donc pour préparer l'examen du CRFPA, étant entendu que c'est pas non plus un master, j'allais dire, de droit privé généraliste, hein, qui vous préparerait avec tous les fondamentaux vous permettant d'aborder sereinement le CRFPA. Donc, effectivement, ceux qui voudraient passer le barreau avec une SPA faire sont les bienvenus sur PDA, mais étant entendu qu'il faudra à côté suivre éventuellement une prépa ou en tout cas renforcer vos connaissances pour notamment l'épreuve de droit des obligations et surtout l'épreuve de liberté fonda. Mais effectivement, tous les ans, sur les promos sortantes, j'ai beaucoup d'étudiants qui passent avec succès l'examen du CRFPA, qui embrassent la profession de juriste d'entreprise, mais aussi qui vont faire le choix d'une poursuite d'études, que ce soit sur un master 2 pour se surspécialiser, une école de commerce, des choses comme ça. Toujours est-il qu'effectivement, le but de ce master-là est de vous transmettre les fondamentaux du droit des affaires que vous avez touché en droit commercial, droit des sociétés, pour celles et ceux qui auraient suivi ces enseignements en licence. Alors, ce master, donc sur 2 ans, comment il s'articule? Eh bien, la première année de master. Ah, alors j'ai un décalage avec les slides, donc je vais recentrer le propos sur la slide qui apparaît. Donc, oui, la première année du Master 1, donc droit des affaires et vie d'entreprise, ça va être une année plutôt académique et plutôt classique, en tout cas dans le découpage qui en est proposé, puisque vous allez avoir 2 semestres avec 2 matières fondamentales durant l'année. La première, donc au premier semestre étant le droit spécial des sociétés que j'assure avec un TE, donc un CM de 30 heures, un TE de 27 heures, et puis au second semestre, le droit des entreprises en difficulté avec le même fonctionnement, à savoir un CM de 30 heures et puis un TE de 27 heures. Donc, sur cette année d'M1, il n'y a pas de particularité. Le fonctionnement, le calendrier reste assez similaire à celui que vous avez connu, avec des cours magistraux imposés, d'autres qui seront optionnels. Donc, la particularité que je peux peut-être relever sur le M1, c'est que vous allez être amené à vous soumettre à une épreuve qui est obligatoire pour tous les Master 1, à savoir la note de synthèse, en tout cas tous les Master 1 en formation initiale, la note de synthèse qui est obligatoire, que vous prépariez ou non ultérieurement l'examen du CRFPA. De toute façon, c'est toujours très utile d'en maîtriser un petit peu l'exercice. Donc, la note de synthèse. Pour le reste, on est sur des cours plutôt, j'allais dire, d'approfondissement. Je vous l'ai dit avec le droit spécial des sociétés, entreprise en difficulté, là c'est un cours que vous allez découvrir puisque vous n'avez pas du tout de notion. Et puis les autres cours, soit optionnels, soit obligatoires qui vous sont proposés, eh bien, sont très divers. Soit vous les avez touchés du doigt, soit pas du tout. Vous allez avoir du droit de la concurrence, du droit fiscal, que ce soit pour les particuliers et les entreprises. Vous allez avoir également du droit de la consommation, un peu de pays, si vous faites le choix de suivre ce cours, du droit de la responsabilité un peu plus spécifique que ce que vous avez connu sur la deuxième année.
du droit pardon, international privé, mais aussi des possibilités pour, j'allais dire, vous remettre dans le bain de certains acquis que vous auriez pu, j'allais dire, évacuer depuis la L2. Je pense notamment au RGO, je pense au droit pénal. Alors, droit pénal de l'entreprise, mais il n'empêche que vous allez revoir certains fondamentaux du droit pénal pour pouvoir sereinement aborder avec moi sur le M2 le droit pénal des affaires et droit pénal éco-EFI, plus précisément. Bref, le M1, ça reste une année académique qui se structure de manière classique sur 2 semestres avec 2 matières fondamentales et 2 TE, uniquement 2 TE, un OS1 et un OS2. Pour le reste, ce sont des matières optionnelles ou obligatoires, mais toutes des matières d'approfondissement. Particularité donc, une note de synthèse qui vous est imposée. Et puis de l'anglais juridique, il ne faut pas oublier parce que c'est d'autant, plus important aujourd'hui, dans le droit, dans le milieu des affaires, même si effectivement PDA n'est pas une formation, anglophone. Hormis le cours d'anglais juridique et de 1 ou 2 enseignements sur le M2, vous n'auriez pas, si vous faites le choix de candidater sur ce master-là, de cours imposés en langue anglaise. Il n'y a pas de stage obligatoire sur l'année du M1. Vous pouvez bien évidemment être conventionné si vous faites le choix, et je le conseille toujours, de faire un stage à la fin du M1 puisque l'année se termine assez tôt. En tout cas, je vous le souhaite, puisque ça voudrait dire que vous ne serez pas au rattrapage. Donc à partir de mai, fin mai jusqu'au mois d'août, ça laisse la possibilité de faire des stages, ce qui est toujours extrêmement intéressant. Alors sur le M2 PDA est beaucoup plus particulier et c'est ce qui fait la marque de ce master puisqu'on va opérer une bascule, tout simplement parce que sur le M1, on est sur de l'académique avec des enseignements qui sont principalement assurés par des intervenants universitaires. Sur le M2, la logique se renverse puisque c'est un master professionnalisant, non en alternance, je le précise, je le martèle, mais un master professionnalisant tout de même. Donc sur le M2, ce sont principalement des intervenants professionnels. Alors, pas exclusivement, nous sommes quelques-uns à intervenir encore, mais ce sont quasiment que des professionnels qui interviennent. Alors, le M2 est très particulier à plusieurs égards. D'une part, parce que les cours s'achèvent très tôt, le calendrier est extrêmement resserré. Vous achevez les cours à la fin du mois de février. Donc, vous avez une partie, j'allais dire une durée de cours qui s'étend de septembre à fin février. Ensuite, pendant 5 semaines, vous allez prendre part à un module qui s'appelle le module droit en action. C'est-à-dire que vous allez devoir travailler sur des problématiques juridiques auxquelles sont confrontés certains de nos partenaires, donc les directions juridiques de nos partenaires, que ce soit le Roi Merlin, le SAFRE, Roquette, Auchan, etc. Et donc, vous travaillez par groupe sur des problématiques juridiques qui les questionnent à ce moment-là, à ce moment T. Et puis, à partir du début du mois d'avril, s'ouvre la période de conventionnement de stage, puisque sur le Master 2 PDA, il y a un stage obligatoire à réaliser de 3 à 6 mois, d'accord? Donc, vous pouvez être conventionné jusqu'à la fin du mois de novembre, pour ceux qui feraient le choix de ne pas passer l'examen du CRFPA notamment. Donc, voilà comment se découpe l'année du M2 PDA. Donc, une année extrêmement resserrée d'un point de vue du calendrier, une année aussi intense, puisque si les cours ne sont proposés qu'à de septembre jusqu'à fin février, ils sont néanmoins conséquents, d'accord? Et puis une année, j'allais dire, je ne sais plus si j'ai déjà dit, mais chronophage, tout simplement parce qu'au-delà des cours que vous allez devoir suivre, au-delà du module droit en action auquel vous allez prendre part sur le mois de mars et le stage d'avril à novembre, vous allez également devoir prendre part à un module qui s'appelle toujours Pratim, qui est un module professionnalisant annuel. C'est-à-dire que durant toute l'année, vous allez travailler par groupe sur des projets qui sont portés. Alors, ça peut évoluer d'année en année. On a des partenaires différents. Cette année, c'est avec Eurasanté. Donc, ce sont tous des porteurs de projets qui sont confrontés à des problématiques juridiques, mais pas avec la même approche que les directions juridiques qui travaillent avec vous au mois de mars. Les directions juridiques, on va être plus, pas sur des problématiques plus classiques, mais enfin quand même, on va être, je sais pas, moi, sur la révision d'un contrat au moment de la guerre en Ukraine, quand elle est revenue, ben voilà, est-ce qu'un contrat d'acheminement peut être revu parce que la guerre faisant, il y a des problèmes à ce niveau-là. Ça peut être le Crédit Agricole qui se questionnait sur la finance verte, ben voilà, un petit topo sur la finance verte, des choses comme ça.
Donc des problématiques juridiques, certes à creuser, certes à expliquer, mais qui sont, j'allais dire, davantage théoriques que pratiques. D'accord? Quand bien même, il va falloir acquérir certaines connaissances pour pouvoir un peu vulgariser le propos, d'autant plus si vous devez vous adresser à des opérationnels. En revanche, sur Pratim, c'est-à-dire le module pardon, professionnel annuel, là, ce sont vraiment des problématiques auxquelles sont confrontés des porteurs de projets qui ne sont pas juristes. Euh, et, ce, et ces problématiques-là vont dépendre de l'évolution et surtout du stade auquel se situe leur projet. Donc, on peut être sur de la rédaction de statuts, comme sur de la levée de fonds, comme sur, je ne sais pas, la rédaction d'un pacte d'associés, la rédaction de CGV, toutes ces choses-là, d'accord? Et là, il va falloir faire un travail réel d'accompagnement annuel. Alors quand je dis annuel, d'octobre, le temps qu'on mette en place le module, jusqu'en mars, hein, puisque les restitutions, je les prévois en mars. Mais toujours est-il que vous allez les accompagner toute l'année sur ces problématiques juridiques-là pour les aider à mener à bien leur projet. D'accord, qui n'est pas du tout dans le champ juridique, en tout cas qui dans les premiers, j'allais dire les premières marques ne sont pas du tout juridiques pour la plupart. Et en plus de tout cela, puisqu'il y avait un petit élément à rajouter, vous avez un mémoire à rédiger. Un mémoire qui n'est pas un véritable mémoire de recherche en tant que tel, hein, avec tous les canons qui s'y attachent, mais un mémoire quand même, c'est-à-dire un vrai travail de réflexion sous la supervision d'un encadrant que vous aurez à effectuer dès octobre, j'allais dire, hein, quand vous êtes mis dans le bain du M2PDA, jusqu'à la fin de votre année universitaire et qui conditionne l'obtention du diplôme. D'accord? Ce que je vous ai décrit là, c'est la voie classique, traditionnelle de PDA. D'accord? La voie professionnalisante. Il faut savoir que depuis l'an passé, PDA, comme tous les Masters 2 de la Cato, dispose d'une voie recherche. C'est-à-dire que les étudiants qui, voilà, à l'occasion peut-être du séminaire de recherche qui est imposé en M1, se découvriraient un intérêt, une appétence pour la recherche, ou en tout cas n'y fermeraient pas la porte, peuvent faire le choix de suivre le Master 2 PDA, non pas au regard de la voie classique que je vous ai décrite, mais dans le cadre de la voie recherche. Alors, ils ne seront pas exclus du reste de la promo, c'est pas du tout l'ambition du projet, ils suivront les mêmes cours, il y aura un tronc commun qui sera respecté. La seule différence étant que finalement, ils devront en plus travailler avec des étudiants des autres Master 2 sur des projets communs de recherche. Et en plus de cela, ils seront aussi dispensés de prendre part à certains modules, et notamment Pratim, d'accord, et le droit en action, puisque ce sont des modules professionnalisants et que ces étudiants-là auront fait, eux, le choix de la voie recherche, d'accord? Mais le tronc commun restera le même, c'est simplement ils vont devoir approfondir la recherche. Donc, les exigences, ce sera un mémoire de recherche, réellement, véritablement, et puis la participation à des activités collectives avec d'autres étudiants des voies recherche, des autres masters. D'accord? Donc des activités et des projets transversaux, puisqu'il peut y avoir des étudiants du master droit de la matière pénale qui choisissent la voie recherche, des masters du master droit et contentieux privé, du master droit de la santé, etc. D'accord? Donc, vous voyez se dessiner là une particularité. Quand tout à l'heure, je vous disais que les étudiants, ce qui est vrai à l'heure actuelle, hein, pour la plupart, font le choix de l'avocature, font le choix du métier de la profession de juriste d'entreprise ou assimilé, je généralise un peu le propos. Il y a aussi une autre voie qui peut s'ouvrir, à savoir celle de la recherche en droit des affaires, à l'évidence, si vous suivez le master pratique du droit des affaires. Hormis, j'allais dire ces trois voies-là, principales, d'autres peuvent s'ouvrir, notamment, l'entrée en école de commerce. Beaucoup font le choix de poursuivre une année supplémentaire en école de commerce. Pourquoi? Parce que vous aurez eu la possibilité, au cours du M2, de découvrir, de toucher du doigt certaines des disciplines qui sont enseignées en école de co, et qui vous permettent en parallèle de l'obtention du master, du diplôme pratique du droit des affaires, d'obtenir ce qu'on appelle le CAM, c'est-à-dire le certificat d'aptitude au management de l'entreprise qui est délivré par l'EDEC. Donc, pour obtenir ce fameux CAM, il n'y a rien de particulier à faire, sauf à gagner votre place en PDA,
Pourquoi? Parce que sur l'année du M2, vous avez des cours qui vous sont imposés, qui sont assurés principalement par des intervenants de l'EDEC et si les notes le permettent, c'est-à-dire si vous avez plus de 12, voilà, vous avez automatiquement le CAM à l'issue, avec en même temps que votre diplomation et donc au cours de ces enseignements-là, certains étudiants, se prennent, d'affection pour la les dis ces disciplines, en tout cas la manière dont les choses y sont abordées et font le choix de poursuivre en école de commerce. Et puis au-delà, je le disais tout à l'heure et je le répète ici parce que c'est quand même, le choix que font de plus en plus d'étudiants. Certains, désirent se surspécialiser, c'est-à-dire qu'à l'issue du master, 2, enfin du master, de la délivrance de leur master, pratique du droit des affaires, eh bien, ils vont faire le choix d'un autre master 2, que ce soit en propriété intellectuelle, en droit pénal, approfondi, oui, oui, ça arrive, en droit de la santé, droit des données, et cetera, et cetera. D'accord? Donc ils acquièrent une formation, solide de généraliste en droit des affaires et puis ensuite ils font le choix pendant un an ou autre de se surspécialiser. Les carrières, qui sont envisageables au-delà de celles que j'ai évoquées, eh bien, aujourd'hui, elles sont de plus en plus, diverses, hein, parce que le droit des affaires se renouvelle, les attentes aussi. Donc il y a tout le secteur des legal ops, toutes ces choses-là qui aussi sont à prendre en compte. Donc vous avez une certaine, j'allais dire une certaine, pas une initiation, mais en tout cas, on essaie de vous faire toucher du doigt ces choses-là aussi qui sont indispensables à l'heure actuelle pour pouvoir embrasser une carrière en droit des affaires. Je crois en avoir fini. Je vais regarder si dans le chat, il y a des petites questions et je ne crois pas. Il n'y en a pas. Donc soit j'ai parlé trop vite, soit j'ai été exhaustive et claire. J'ose espérer que ce soit la seconde possibilité, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y en a pas. C'est fabuleux. De fait, je vais céder la parole à mes collègues et vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Alors, bonsoir à tous. Je vous propose qu'on enchaîne sur les masters en alternance. Et si vous avez des questions sur l'un des masters, hein, même celui en initial, vous pourrez poser toutes vos questions à la fin. N'hésitez pas à les écrire dans le chat et puis sinon, on vous laissera aussi la parole à la fin. Donc, il existe aussi une option alternance. Donc, l'alternance a pour but de vous offrir une expérience professionnelle et donc vous vous formez à la fois à la théorie et vous mettez en pratique, tout ce que vous apprenez directement en entreprise. Donc vous avez un diplôme et une expérience concrète en entreprise et évidemment, ça répond à un besoin de l'entreprise, qui forme un futur collaborateur, et donc il y en a certains qui se voient proposer aussi un CDI à l'issue de leur alternance, donc sur un contrat de 2 ans. Alors pour, réussir son alternance, il faut être, très bien organisé, savoir bien échanger évidemment et puis il y a tout un suivi qui existe, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. On propose 2 types de contrats avec une préférence pour le contrat d'apprentissage puisque c'est encore un contrat qui est aidé, à la différence du contrat de professionnalisation. Donc en général, c'est plutôt le contrat qu'on nous demande et c'est celui qu'on fait, voilà, avec, à une fréquence plus élevée, donc un contrat d'apprentissage de 24 mois. On est sur, en général un CDD. Alors il y en a qui signent aussi des CDI, donc ça dépend, mais, en général CDD. On s'occupe de rédiger donc le contrat. Donc vous avez un CERFA et une convention de formation. Donc à chaque fois, vous avez 2 documents qui encadrent ce contrat. Vous êtes salarié à part entière, donc vous êtes soumis aux lois et règlements de la convention collective, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise, mais vous êtes sur un temps, partagé, donc un temps de travail en entreprise et pour lequel, en fait, vous êtes obligé d'être présent et un temps de travail à l'université où vous devez être présent et un temps en entreprise, et donc ces alternances doivent être évidemment bien respectées. L'engagement, c'est un engagement tripartite. D'ailleurs, c'est un contrat qui est signé par 3 personnes. Donc il y a l'employeur qui doit vous assurer, finalement un apport au niveau professionnel qui va vous permettre d'obtenir votre diplôme.
Donc, vous aurez un emploi qui sera tout à fait en lien avec la formation. Vous avez aussi un maître d'apprentissage en entreprise qui vous suit et vous avez, voilà, toute une intégration au sein de l'entreprise donc et en général, au démarrage, toute une phase d'adaptation et de connaissance du métier et de votre univers de travail. Vous êtes également évalué, donc vous êtes évalué, 2 fois par an, par semestre et vous avez également un mémoire à rendre en master 2. Alors votre engagement en tant que salarié, c'est de travailler pour l'entreprise, de respecter l'organisation de l'entreprise et de vous engager aussi à suivre la formation à l'université de manière assidue. Et nous, université, on a pour objectif voilà, de vous fournir un contenu théorique, pour vous permettre d'obtenir le diplôme visé et on assure aussi le suivi, au sein de l'entreprise. Donc pour, voilà, pour vérifier que tout va bien et que ce que vous apprenez en entreprise correspond bien aussi au contenu, de la maquette pédagogique. Au niveau du rythme de l'alternance, donc ça dépend des promotions, et des années. On est sur, voilà, différents rythmes possibles, mais ça, chaque directeur de master vous en parlera. Et on s'est adapté évidemment aux besoins des entreprises. Par contre, sur toutes les périodes de fermeture de l'université, donc voilà, les vacances, heu, de Noël et les vacances d'été, vous êtes en entreprise puisque vous êtes salarié. Donc en fait, comme tout salarié, vous avez droit à vos congés payés, et vous devez les demander, à votre employeur avant de les poser et on les pose uniquement sur les périodes entreprises, pas sur les périodes de cours en université. Alors là, vous avez une liste des masters, qu'on propose au sein de l'université et de nos 2 campus. Alors celui qui nous intéresse, c'est le master droit des affaires, donc vous en avez un à Lille qui est orienté juriste d'entreprise IP/IT et un à Issy-les-Moulineaux qui est orienté sur management des risques de l'entreprise. Et nous programmons un job dating le 15 mai pour que vous puissiez rencontrer nos entreprises partenaires. Donc ce sera à Lille et à Issy-les-Moulineaux, donc la même journée. Et nos entreprises partenaires seront présentes, donc celles qui ont l'habitude de recruter nos étudiants et qui ont déjà émis le souhait, de rechercher un alternant pour la rentrée prochaine. Hem Et puis, l'accompagnement, il y a aussi donc le suivi qui est assuré par le responsable relations entreprises, et donc avec un rendez-vous par année qui est assuré, soit par, donc le responsable du master, soit par voilà, la responsable relations entreprises. Mais en tout cas, il y a, un rendez-vous pour être sûr que tout se passe bien, chaque année. Alors la sélection en master, on va en parler rapidement. Je pense que vous allez avoir quelques questions sur ce volet-là. Donc les prérequis, c'est évidemment d'avoir une licence 3, en droit ou un diplôme qui est admis par équivalence et il y a une étude du dossier et ou un entretien, donc en fonction des masters. Donc ça, c'est voilà, valable pour tous les étudiants. Alors je vais passer entre le master 1 et le master 2 puisque c'est pas forcément ce qui vous concerne, puisque on est plutôt sur l'entrée en master 1. On a remis les dates de mon master, donc avec les phases de candidature, avec l'examen des candidatures, et donc pour les candidatures en alternance, donc on a voilà fin, heu, fin avril, sur l'examen des candidatures et donc vous aurez, voilà des réponses, en mai et des potentiellement, voilà, des entretiens, ou en tout cas, vous pourrez être contacté par, les directeurs de master. Pour, avoir sa place garantie en alternance, il faut avoir une promesse d'embauche ou un contrat. Alors quand vous postulez évidemment au mois de mai, vous n'aurez pas forcément encore de contrat d'apprentissage, mais vous pouvez avoir une promesse d'embauche et en tout cas, cette promesse garantit votre place dans le master. Donc, on vous invite dès à présent, si vous êtes intéressé par l'alternance, à chercher un contrat d'apprentissage. Hem Et puis on vous a mis aussi une petite, voilà, quelques infos sur les modalités, sur les rangs d'attribution et les placements et les délais pour trouver, un contrat quand vous aurez été retenu. Mais ça, de toute façon, on en reparlera, voilà, après et si jamais vous avez des questions, vous pourrez tout à fait, les poser, après.
Alors, on est 2 personnes, qui sommes capables de répondre à vos questions sur, le côté technique et sur, les infos qu'une entreprise pourrait vous demander pour, signer un contrat d'apprentissage. Donc Suzette Gomez, à Issy-les-Moulineaux, vous avez ses coordonnées qui apparaissent et moi-même sur l'île. Donc voilà, si vous avez des questions, si une entreprise vous demande le RIT, si une entreprise vous demande la date de démarrage, des infos sur les prises en charge, les aides, il ne faut pas hésiter à nous contacter, on vous donnera toutes les infos. On a juste une petite question, Aude. C'est une personne qui dit qu'elle n'a pas compris le principe de la voie recherche. Qu'apporte-t-elle concrètement? Donc, si tu pouvais expliquer un petit peu. Bah, Laure va peut-être, pouvoir répondre. Ah, J'étais en Laure, train pardon, de excuse-moi. répondre. J'étais dessus, mais oui, il n'y a pas de souci, je vais répondre oralement. Principalement, c'est la possibilité qui s'offre à vous de pouvoir faire un doctorat par la suite parce que vous ne pouvez pas embrasser cette voie-là si vous n'avez pas fait un master recherche, tout simplement parce que vous n'avez pas comment dire, certains prérequis pour pouvoir suivre un doctorat par la suite. Donc, effectivement, j'allais dire, en première intention, ceux qui font le choix de poursuivre un doctorat, c'est pour devenir enseignant-chercheur, mais il y a beaucoup d'autres possibilités qui peuvent s'ouvrir derrière, puisque l'obtention du doctorat ne conditionne en rien votre carrière ultérieure. Beaucoup, voilà, comme je le précisais dans le chat, font le choix de se réorienter vers l'avocature ou toute autre profession. Enfin, il n'y a pas de, voilà, c'est pas parce qu'on est docteur en droit qu'on est nécessairement contraint de devenir enseignant-chercheur et de passer sa vie sur les bancs de la fac, loin s'en faut. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à la question. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas. Et du coup, là, on a une question pour Aude, du coup, là. Il me semble qu'on avait parlé d'un job dating en mars pour des stages et alternances. Enfin, est-ce que c'est toujours prévu? Alors, il va y avoir en effet un job dating en mars, mais qui est un job dating commun à toutes les facs. Donc, c'est-à-dire que toutes nos entreprises partenaires ne seront pas présentes parce qu'en fait, on n'a pas la place d'accueillir tout le monde. Donc, il y aura les formations pour la FLSH, pour la FGES, pour la fac de droit. Donc, on va devoir, inviter on invite quelques partenaires, mais finalement assez peu. Et puis certaines entreprises surtout n'auront pas encore leurs besoins en alternance, au mois de mars. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un deuxième job dating qui soit très axé droit, le 15 mai, où là, on va vraiment sélectionner et inviter nos entreprises partenaires qui recrutent et qui nous ont confirmé, voilà, qu'elles étaient à la recherche d'un alternant. Donc si vous voulez commencer à prospecter au mois de mars, sur la Cato à Lille, il y aura en effet un job dating. Mais par contre, vous aurez, je pense, plus d'informations et en tout cas des offres très concrètes, le 15 mai. Autre question pour toi, Aude. On a une demoiselle qui est en alternance en licence pro et ça lui plaît énormément et elle demande si c'est possible de continuer l'alternance encore pour 2 années supplémentaires dans la même entreprise. Oui, 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 on l'a. On a des étudiants, qui font, du coup, en effet, 3 ans dans la même entreprise. Donc si l'entreprise est partante, il y a aucun souci. Par contre, il faudra bien que les missions qui vous soient confiées soient en adéquation avec le contenu de la maquette pédagogique. Donc ça, vous me la demanderez, il y a aucun souci. Mais il faut qu'on observe bien une montée en compétences au sein de votre entreprise. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on continue. Et là, je vais laisser la place aux directeurs de master qui, du coup, de master, pardon, qui vont pouvoir vous détailler le contenu de leur formation. Et si jamais vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Bien, ben merci, chers collègues, chers amis. Bonsoir à tous. Je suis toujours très content de présenter le master droit des affaires et management des risques d'entreprise aux étudiants de licence qui pourraient être intéressés, et d'autant plus que
la photo qui est sur le PowerPoint date de quelques années où j'étais bien plus jeune et ça me fait toujours plaisir de me revoir comme ça, fringant, lors de ma jeunesse. Alors, ça vous intéresse pas, mais ce qui vous intéresse, c'est un petit peu le contenu et l'objectif de ce master qu'on va commencer à dérouler avec la slide suivante qui va vous expliquer un petit peu le contenu. Aude, si tu veux bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les objectifs de cette formation, donc l'idée de ce master qui se déroule en alternance hein, sur le site d'Issy-les-Moulineaux uniquement. L'idée est de vous proposer en première année de solides bases en droit des affaires, parce que le droit des affaires, comme l'expliquait ma collègue Laure Lareffe tout à l'heure, vous l'avez en réalité uniquement commencé en licence et il y a encore beaucoup de choses à voir d'un point de vue fondamental. Hein. Je ne vais pas reprendre on reverra les matières un petit peu plus tard. Et en deuxième année, en Master 2, l'idée est de poursuivre cette formation, cet approfondissement et j'ai envie de dire cette professionnalisation en vous proposant des cours bien souvent réalisés par des praticiens et en vous proposant également de vous spécialiser par le jeu d'une option hein, qu'on va revoir, soit davantage en droit des affaires, soit davantage en droit des assurances, hein, le droit des assurances impliquant globalement les mêmes prérequis pour y accéder. L'objectif de tout cela, c'est aussi de vous accompagner dans votre alternance. Hein. Là, vous n'aurez pas le choix. Vous allez passer 2 ans en entreprise hein, sur un rythme qu'on va revoir et vous proposer un master en réalité encore relativement généraliste. On n'est pas sur des masters extrêmement spécialisés comme peut-être celui de mon collègue Laurent Drey, hein, qui vous parlera tout à l'heure. L'idée, c'est de vous proposer une formation solide et générale en droit des affaires avec cette capacité, cette possibilité de spécialisation. Alors, pédagogiquement, on propose un certain nombre de choses qui vont être assez familières en réalité aux étudiants entre guillemets de la maison, hein, de la FLD. Alors, l'objectif principal, puisque nous avons dans le corps enseignant une majorité de praticiens, 70% de praticiens sur les 2 années du master, un petit peu plus en master 2, puisque le master 1 a à nouveau ce rôle un petit peu hybride de vous mettre un petit peu dans le bain de la professionnalisation, mais aussi au vu de la complexité du droit des affaires, de rester sur des bases un petit peu théoriques. L'idée, c'est de centrer un petit peu la pédagogie sur l'apprentissage avec beaucoup de cas pratiques, beaucoup d'études de cas, beaucoup de mise en situation. On a des intervenants qui vont venir vous faire travailler directement en cours en vous demandant de rédiger des clauses, des statuts de société ou je ne sais quoi encore. On va continuer la logique d'anticipation que les étudiants de licence de chez nous connaissent par la mise en place de pré-read, comme on dit, puisque l'anglais est très à la mode, c'est-à-dire d'un document en réalité qui vous permet avant le cours de prendre connaissance de certains éléments du cours afin de permettre un suivi de l'enseignement un petit peu plus interactif. En Master 2, on va vous faire également rédiger un mémoire d'au moins 50 pages, hein, alors qui n'est pas non plus un mémoire de recherche, hein, le Master en alternance n'étant pas destiné à de futurs étudiants en thèse, hein, de futurs enseignants-chercheurs, mais un mémoire qui va avoir comme particularité imposée d'essayer de faire le lien entre ce que vous faites en entreprise et la formation qui est proposée à la faculté, ce qui permet d'associer l'entreprise à votre formation et ce qui permettra le jour de votre soutenance de mémoire, où vous serez très stressé, hein, mais c'est normal, d'avoir face à vous un enseignant de la faculté et votre tuteur en entreprise pour véritablement retirer toute la richesse d'un tel travail de mémoire dualiste entre ce que vous faites en entreprise et ce que vous faites à la faculté.
Et pour terminer, nous avons donc un parcours optionnel en Master 2, comme je vous l'expliquais, où il y a à peu près 20% des cours, 20% du volume horaire, où vous allez choisir soit de vous spécialiser en droit des affaires, où on terminera votre formation en droit des affaires, je passe rapidement, hein, chaque chose en son temps, et ou, parce que c'est une option, ou de vous spécialiser en droit des assurances par des matières spécifiques en droit des assurances qui ont la chance de recevoir l'aide et l'appui de l'École polytechnique d'assurance, qui est une école composante de la faculté de droit, qui permet de vous faire découvrir ces cours-là par les plus grands spécialistes de ces différentes matières et qui permet aussi la délivrance d'un certificat complémentaire qui est toujours sympathique sur le CV. Voilà pour l'organisation de la pédagogie. Alors, comme l'a dit ma collègue Aude Allard il y a quelques minutes, l'idée de l'alternance, c'est de mixer l'apprentissage théorique à l'université et la professionnalisation. Et pour véritablement vous ancrer dans cette logique de professionnalisation, on vous proposera tout au long de l'année un certain nombre de choses à la faculté en lien avec cette professionnalisation. On va organiser des rencontres avec un certain nombre de praticiens qui pourraient vous aider pour votre recherche d'emploi futur, ou pourquoi pas, parce que c'est toujours possible, pour un changement d'alternance entre le Master 1 et le Master 2. Vous allez participer à des rendez-vous en entreprise, à des mises en situation professionnelle en lien avec les cours qui vous sont proposés. Bien souvent, ça se fait directement en cours. Quand on a des praticiens qui viennent, ils vont vous parler de leur dossier, précisément de ce qu'ils font. Ça permet une immersion professionnelle un petit peu plus complète. Et vous êtes accompagné par le Career Center, hein, que ce soit ici les Moulineaux ou dans nos services centraux à Lille. On va vous refaire un petit peu des ateliers CV parce que parfois, dans les dossiers d'admission au master, on va passer des CV qui méritent fortement d'être améliorés. On va bosser un petit peu aussi les lettres de motivation, on va vous faire un peu de job dating, on va affiner votre projet professionnel qui va s'affiner de toute façon puisque vous allez être de plein pied en entreprise et sans remettre en cause ce que vous avez déjà pu voir dans les différents stages que vous avez pu faire. L'alternance propose cette immersion beaucoup plus profonde dans des tâches et qui vont vous permettre d'affiner votre projet. Alors, ce qu'on propose dans le master d'Amaré à Issy-les-Moulineaux, c'est de fonctionner sur des rythmes en jour en master 1 et sur des rythmes en semaine en master 2. En master 1, vous allez passer 3 jours en entreprise et 2 jours à l'université, sauf lorsque l'université sera fermée pour les vacances, comme on vous l'a précisé, là où vous serez en entreprise. Et en Master 2, on partira sur 2 à 3 semaines en entreprise et une semaine complète à la faculté. L'idée étant en Master 1 de tenter de maintenir le rythme que vous connaissez en licence d'une séance de travaux dirigés par semaine. C'est ce qui justifie ce rythme. Et en Master 2, puisqu'on n'a plus de TD, on n'a plus entre guillemets euh, pardonnez-moi, ce problème. Alors, ensuite, je ne vais pas vous détailler le programme, hein, vous pouvez en prendre connaissance, mais comme je vous le disais, le Master 1 a cette double tâche d'essayer de commencer la professionnalisation en vous permettant de poursuivre votre apprentissage en droit des affaires, qui est une branche du droit assez dense. Donc, on retrouve des matières ATD, des matières fondamentales, hein. On va faire c'est très joyeux, des entreprises en difficulté. On va faire du droit de la concurrence. On va faire aussi du droit des sociétés approfondi, mais au second semestre, et du droit fiscal de l'entreprise sur 30 heures de cours et 27 heures de TD. Dans l'unité complémentaire, on va poursuivre la formation en droit des affaires en vous ouvrant un petit peu aussi à d'autres matières, faire un peu de tout, hein. Là-dessus. Et on va évidemment poursuivre l'anglais, l'alternance et vous prévoir un temps pour les révisions ou en fonction du type de contrat d'ailleurs, je crois, si je ne m'abuse, je parle sous le contrôle aiguisé
de ma collègue, que si vous partez sur un contrat d'apprentissage, il y a même une possibilité de poser un certain nombre de jours en entreprise pour vos révisions. Vous disposez d'un forfait sur vos 2 années, donc il ne faudra pas le consommer dès la première année. Je fais confiance sur ce point. Et en Master 2, on conserve la logique d'unité fondamentale avec un approfondissement en droit des contrats, en droit de la responsabilité. On rentre de plein pied également dans le droit des assurances, puisque vous avez les bases en Master 1. On va faire un petit peu de droit européen et international, parce qu'en droit des affaires, on peut rapidement être amené à occuper des postes, avoir des tâches qui ne sont pas uniquement franco-françaises. On retrouve ensuite dans l'unité complémentaire la logique d'option que je vous ai présentée tout à l'heure. Je n'en dirai pas plus. On va avoir un marqueur assez important en Master 2 et c'est peut-être un élément ce qui différencie ce master en droit des affaires en alternance d'autres masters en droit des affaires en alternance sur tout ce qui est management des risques de l'entreprise. C'est-à-dire que l'on va vous apprendre à raisonner autour du droit comme une source de risque. Le non-respect d'une règle de droit entraîne des sanctions pour l'entreprise et ça crée un risque dans la gestion de l'entreprise, comme le risque économique qu'un concurrent débarque ou comme le risque législatif qui est une loi qui interdit ce qu'on vend, etc., etc. Donc on va rentrer dans ces choses-là qui sont assez employables aujourd'hui, entre guillemets. Hein. Vous avez peut-être vu en droit des sociétés cette année toutes ces idées de développement, de la compliance, de devoir de vigilance, de responsabilité sociale des entreprises, tout ce genre de choses. Et donc, on va insister avec des professionnels qui font le cours depuis de nombreuses années et que je connais très bien, qui vont vous parler de tout ça. Un petit peu de comptabilité, de fiscalité pour que vous ne soyez pas uniquement dans votre bulle de juriste. Et vous serez, à mon humble avis, très correctement formé et armé pour magnifique transition. Pour poursuivre soit vos études, puisqu'on a parfois des étudiants qui auront trouvé une spécialité qu'ils auront bien aimée et qui voudront faire un Master 2 plus spécialisé dans ce point-là, en droit des affaires, en droit des assurances ou un LLM à l'étranger, c'est aussi possible et c'est très, très à la mode. Naturellement, j'ai toujours un petit tiers de la promotion qui va passer le CRFPA. Alors, à l'image de ce que disait ma collègue Laure Lareffe tout à l'heure, ce master peut permettre d'accéder au CRFPA. Hein. Ils échouent pas tous, hein, mes étudiants, vous savez. Il y en a quelques-uns qui réussissent. En revanche, il est vrai que c'est peut-être pas la voie la plus recommandée, puisque on ne va pas revoir tout le programme du CRFPA et que l'alternance implique un rythme extrêmement dense qui n'est pas nécessairement compatible dès la fin du Master 2 à 2 mois de révision CRFPA et on va au CRFPA, hein, surtout vu ce qui est devenu le CRFPA depuis quelques années. Donc ça ne vous empêche pas d'y aller. Je ne vais pas vous décourager tout de suite alors que vous êtes à peine en licence 3, pas vous déprimer, vous sortez de vos examens, il fait nuit, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans la sinistrose, mais bon, c'est pas la voie véritablement. Le calcul que certains étudiants font de se dire je vais faire 2 ans d'alternance dans des cabinets d'avocats pour vous trouver des contacts, pour essayer de me préparer à ma future vie d'avocat, c'est peut-être pas le bon calcul parce qu'avant de penser à votre vie d'avocat, il faut déjà penser à réussir l'examen d'entrée. Et il y a peut-être des formations plus à même pour cela. Et puis ensuite, voilà, nous on est là pour employer des gens, pour avoir des gens qui à bac+5 ont le bagage nécessaire pour rentrer dans la vie active, juriste d'entreprise, en droit des affaires, en droit des assurances, agent d'assurance, gestionnaire du patrimoine, courtier, etc., etc., etc. Voilà, je crois que c'est terminé. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce que je dis une bêtise? Non, tout à fait. Tu Je ne nous dis as pas de tout dit. bêtises, comme souvent d'ailleurs. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse écouter désormais la présentation du master de mon collègue Laurent André. Laurent, ton micro, on t'entend pas.
Ok. Donc, je recommence. Merci, Alexandre. Donc, je suis toujours Laurent André, c'est ce que je disais dans le néant. Laurent André, directeur du master droit des affaires juristes d'entreprise IPIT, donc sur le campus de Lille. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites par mes collègues, donc je vais essayer d'être plus rapide et peut-être juste faire part des spécificités du master d'âge par rapport aux autres et plus spécifiquement au master d'Amaret qui est également en alternance puisque le master d'âge, vous l'avez compris, est un parcours en alternance. Euh, le master d'âge se veut une formation, on va dire, dans l'air du temps, non pas que les autres ne le sont pas, mais un peu plus dans l'air du temps, plus innovante. D'ailleurs, je vais en profiter pour nous jeter des fleurs. On a reçu un prix de la part de Direction Juridique reconnaissant l'innovation de cette formation cette année. Alors, elle est innovante et spécifique à plusieurs titres. D'abord parce que c'est une formation pluridisciplinaire. Dans le master d'âge, on ne fait pas que du droit. Et je tiens à insister là-dessus parce que les étudiants des promos actuels sont parfois surpris de certaines matières qu'ils suivent. Donc, c'est une formation pluridisciplinaire parce qu'elle vise à, à donner aux juristes une vision transversale de toutes les problématiques liées aux actifs immatériels de l'entreprise. L'idée, c'est de maîtriser les risques de l'immatériel et des actifs immatériels de l'entreprise. On est dans une formation beaucoup plus axée donc, sur les questions IP-IT. Donc, évidemment, dans le master d'âge, on retrouve les bases fondamentales et tout ce qui est nécessaire du point de vue juridique, droit des affaires, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail, beaucoup de droit de la propriété intellectuelle et industrielle, du droit de la consommation, et puis aussi des matières, des connaissances et des compétences plus spécifiquement liées aux questions et aux enjeux numériques, donc la cybersécurité, l'éthique à intelligence artificielle, les langages informatiques, donc on apprend un peu à coder en master d'âge, l'architecture des systèmes d'information, ça c'est la matière qui a fait très peur aux étudiants de Master 2 cette année, mais qui est nécessaire en fait pour comprendre les enjeux en termes de cybersécurité, donc un préalable. Euh, L'usage commercial de l'analyse des données, donc là on est aussi typiquement dans une approche de, de, de patrimoine immatériel de l'entreprise, de voir comment on va l'exploiter d'un point de vue commercial. Et puis, sur d'autres aspects innovants, type blockchain, smart contracts, des questions qui sont d'actualité. Donc ça, c'est la première spécificité de la formation, son caractère pluridisciplinaire. La deuxième spécificité, c'est dur à dire, sa spécificité à 19h20. Donc la deuxième particularité, voilà, ça passe mieux, c'est le développement de soft skills. Donc on met en avant un certain nombre de soft skills qui participent à l'intégration professionnelle des étudiants, puisque on est bien, la vocation première, c'est l'intégration professionnelle, comme toute formation en alternance. Donc, à chaque semestre, une compétence humaine, soft skills, bon, ça peut être la traduction française, va être développée. Donc, on a des séminaires de prise de parole en public, des séminaires de créativité, de développement de la créativité, un séminaire de legal design, un séminaire de management humain, d'esprit d'équipe, et puis enfin, en fin de Master 2, il y a un séminaire destiné au pilotage de projet. Donc voilà pour la deuxième particularité, le développement des soft skills. Et enfin, la troisième particularité qui est moindre, c'est quand même la professionnalisation. Donc, on est dans une démarche professionnalisante très forte. D'abord, en raison de l'alternance, vous l'avez compris. Donc là, je ne vais pas me répéter ce qu'ont dit mes collègues et plus spécifiquement Aude et Alexandre. Mais peut-être que le master d'âge se différencie un petit peu du master d'Amaret dans la mesure
où on est plutôt sur du 90% d'enseignants issus du monde professionnel, soit des directeurs juridiques, soit des avocats principalement. Euh, sur les dispositifs mis en œuvre, on est sur les mêmes modèles que dans les autres formations, hein. Vous retrouvez du droit en action, de la mise au contact des entreprises, en plus de l'alternance que vous aurez. Et puis, l'approche pédagogique dans le master d'âge est aussi particulière, où elle participe à cette professionnalisation. Elle se veut vraiment centrée sur l'exploitation professionnelle des connaissances. Dans beaucoup de matières, les étudiants sont appelés à travailler en mode projet. Je vous ai parlé par exemple de la matière qui concerne l'éthique et l'intelligence artificielle. Cette année, les étudiants ont créé leur propre GPT, par exemple, leur propre modèle d'intelligence artificielle en mode projet, ensemble, en autre illustration, dans le cours de langage informatique. En réalité, toute la formation, on n'apprend pas à coder, on apprend plutôt l'utilisation des langages informatiques avec une finalité juridique. Donc là, le cours est organisé autour de l'exploitation d'une base de données. Donc on est souvent en mode projet dans le master d'âge. Et l'autre point peut-être particulier en termes de pédagogie, Alexandre, vous disiez, et vous montrez dans ces slides qu'il y avait en première année dans le master d'Amaret des cours magistraux et des TD. Il y en a aussi dans le master d'âge, mais en réalité, la séparation, la frontière CMTD est un peu artificielle. Euh, Bien souvent, ce sont les mêmes enseignants qui assurent le CM et le TD, donc c'est plus des temps, on va dire, de renforcement de l'approche pratique. Mais vous n'aurez pas dans le master d'âge une fiche de TD à préparer pour la semaine d'après. Ça n'existe plus, ça. Donc on est dans une démarche un peu différente. Voilà pour ma présentation de la formation. Donc je reprends le slide sur le rythme de l'alternance. Donc voilà, autre différence. Dès la première année, le master d'âge se fait sur le rythme de 2 semaines en entreprise, 1 semaine à la faculté. Vous aurez les mêmes accompagnements par le Career Center que dans les autres formations, ça, il n'y a aucun souci. Nous sommes en partenariat avec l'Association française des juristes d'entreprise, avec lesquels d'ailleurs j'ai construit la formation, hein. Donc on est vraiment sur une formation qui a été modélisée à partir des demandes des directions juridiques. Possibilité d'adhérer à l'association dès le Master 1. Je suis même en discussion pour essayer de faire en sorte que la faculté paye l'adhésion à la FJE aux étudiants. Mais bon, je ne promets rien, c'est en cours de discussion. Voilà pour cette slide. Les débouchés professionnels, bah, je ne ferai que répéter ce qui a déjà été dit. Comme mon collègue Alexandre, je ne pense pas que la formation soit la plus adéquate pour passer le concours d'avocat immédiatement après. Moi, ce que je conseille, hein, j'ai comme Alexandre une bonne partie de la promo, peut-être un petit tiers, peut-être un peu moins que toi, à peu près la même chose, qui s'orientent vers le CRFPA. Moi, je leur conseille de prendre 1 année de préparation en réalité, soit de faire un stage, et puis à côté de ça, de préparer le concours, mais passer immédiatement derrière le master, je pense que c'est quasiment voué à l'échec en réalité. Je préfère être honnête, parce que vous n'êtes pas préparé aux exercices du concours principalement. Sur le fond, je suis pas non plus. Bon, je pense que toutes les matières sont traitées, mais peut-être pas de la même manière que dans une formation en initiale. Donc, il faudra une préparation supplémentaire pour le concours. Tous les postes de juriste d'entreprise sont évidemment atteignables après le master d'âge, puisque, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est avant tout un master droit des affaires juriste d'entreprise. Et évidemment, tous les nouveaux postes en entreprise liés aux nouvelles technologies ou au développement numérique sont
encore plus accessible après le master d'âge. Voilà. Alors, la sélection des candidats, peut-être sur ce point-là, moi, j'aurais une chose à ajouter. Il est inscrit CV, lettre de motivation et entretien éventuel. Alors, pour moi, il n'est pas éventuel. Je fais passer un entretien, donc une première sélection sur dossier. Pour vous donner une idée, les années précédentes, on a eu, je pense que c'est à peu près pareil avec Alexandre, on a eu à peu près 600, 650 candidatures. Moi, j'ai fait passer l'année dernière 130 entretiens pour au final retenir 35 étudiants. Comme j'ai répondu dans le chat également tout à l'heure, le plus important dans la sélection, alors, en tout cas sur la sélection sur dossier, ça va être la cohérence du projet professionnel à partir du moment où vous avez des notes correctes et que la partie, on va dire, académique ne bloque pas, ce sera plus la cohérence du projet professionnel et l'examen de la lettre de motivation qui guidera mon choix. Et ensuite, pendant l'entretien, ce à quoi je m'attache particulièrement, c'est de sélectionner des étudiants qui sont véritablement curieux et qui ont une ouverture d'esprit suffisante pour se sentir bien dans cette formation qui est quand même particulière. Et j'ai presque envie de dire, je ne pensais pas qu'elle l'était à ce point-là, mais ce sont les retours des étudiants actuels qui me font m'en rendre compte. Ce n'est pas forcément évident de s'adapter à ces matières, à toutes les matières qui ne sont pas juridiques, en fait, et même à la pédagogie et aux méthodes de la formation. Je pense avoir fait le tour du sujet. Il y a autre chose, Aude? Non? Eh bien, je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions? Pardon, je me trompe dans le PowerPoint, mais je vais arrêter le partage. Là, il y a un très long message dans le chat. Alors, il y a une question peut-être où on demande si pour être pris en droit des affaires, est-il préférable de prendre l'option droit fiscal en L2? Oui, alors je ne sais pas si la question visait les formations, enfin la formation initiale ou celle en alternance. Je me suis permise de répondre, mais en disant que je crois que, évidemment, ma réponse ne concernait que PDA, puisque je peux évidemment pas me prononcer pour mes collègues. Pour ma part, non, pas nécessairement. Je pense qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, il n'y a rien qui fasse échec à votre candidature en termes de cours, d'enseignement suivi, dès lors que la motivation est là. Après, évidemment, c'est beaucoup moins confortable de ne pas avoir suivi certains enseignements qui sont la poursuite, hein, enfin, qui sont plutôt les prérequis pour poursuivre en master droit des affaires, mais rien, voilà, à cœur vaillant, rien d'impossible. Hein. Donc, celui qui a vraiment envie, qui se découvre une passion, alors, ou à tout le moins une envie de poursuivre en droit des affaires et qui n'aurait pas fait ses choix, des premiers choix en ce sens-là, il n'y a rien de grave. Enfin, je veux dire, rien n'est ancré, rien est ancré. Oh là là, oui, ça y est, c'est 19h30. Dans le marbre, gravé dans le marbre. Ça y est, j'ai trouvé mes mots. Rien n'est gravé dans le marbre. Donc, évidemment, si la motivation est là, que le projet à court ou moyen terme, je dis, est en adéquation avec la formation, il n'y a pas de difficulté. Il vaut mieux un étudiant très motivé et qui est parfaitement conscient des petites choses, des notions qu'il lui faudra acquérir par lui-même pour s'épanouir sur le master, mais qui est très motivé, qu'un étudiant qui certes a tous les prérequis que l'on attend de lui, mais qui n'a aucune motivation derrière. Enfin, moi, pour ma part, le choix est vite fait. Je ne sais pas si j'ai Il y a aussi- répondu, mais c'est une réponse. Il y a une question qui est plus pour Alexandre, je pense, d'une étudiante qui est en licence pro assurance et qui en tant que gestionnaire de sinistre et qui demande pour le master dans quelle matière elle aurait le plus de lacunes du fait de ne pas avoir une licence de droit. Dans ce cas-là, ce n'est pas une question de matière, c'est une question de formation. C'est-à-dire que
en licence professionnelle. On accepte des licences professionnelles tous les ans, mais entre guillemets, le souci des licences professionnelles, notamment pour le Master 1, c'est que c'est des formations où il n'y a pas eu, comme dans les licences de droit, une appréhension globale des exercices juridiques. Il y en a eu beaucoup moins, des cas pratiques, des commentaires d'arrêt, des dissertations. Et quand bien même on est sur une formation en alternance professionnalisante, enfin, je sais que certains collègues n'ont pas forcément le même avis que moi. Peut-être que Laurent André voudra sans doute compléter ma réponse à ce propos. Mais en tout cas, sur les licences professionnelles, c'est pas une question de matière, c'est plus une question de contenu de la licence professionnelle, puisque la licence professionnelle, quoi qu'on ait pu vous dire dans votre établissement, n'est pas un instrument qui est fait au départ pour poursuivre des études en master. On le permet parce que les études de droit sont très longues, mais au départ, une licence professionnelle, c'est pour qu'à la sortie de votre licence pro, vous trouviez du boulot. Donc évidemment, on peut concevoir. Vous ne sortez pas d'une licence de chimie, mais voilà, c'est plus dans la globalité de la formation. Après, ce qui sauve les licences professionnelles que j'accepte tous les ans, c'est ben, un petit peu pour rebondir sur ce qu'a dit ma collègue Laure, hein, c'est vraiment cette idée de motivation. On va se faire une idée précise de l'étudiant sur sa lettre de motivation. Alors sur les notes, un petit peu moins, puisque les épreuves ne sont pas aussi difficiles que dans les facultés de droit classiques, mais au moins sur la motivation. Et puis, il est vrai que l'énorme avantage de la licence professionnelle, il y en a quand même un, il ne fallait pas désespérer, c'est que la plupart du temps, vous êtes déjà en alternance. Donc vous savez comment ça marche et surtout, vous connaissez la dureté du rythme. Et ça, il est vrai que c'est quelque chose qui peut entre guillemets, nous influencer positivement. Donc c'est pas tant une problématique de matière hein, que finalement une formation qui a ses défauts et ses qualités par rapport à une licence de droit classique. Je n'ai rien à ajouter, Alexandre. Je suis exactement Bon, dans le même état d'esprit que le tien. C'est-à-dire que je ne me refuse pas de recruter des étudiants qui viennent de licence pro ou qui sortent de BUT. J'en ai quelques-uns. Mais il faut que voilà, bon, déjà, il faut qu'ils soient bons. Voilà, qu'ils soient enfin, presque très bons dans leur cursus à eux, hmm, qui sortent hmm, du lot dans de leur cursus à eux, parce que enfin, comme tu l'as dit, hein, c'est pas la formation n'est quand même pas la même dans une faculté de droit et enfin, en licence pro. Euh, et ensuite, j'examine vraiment le projet et la motivation, vraiment, peut-être encore plus. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. c'est parfait. J'arrive encore à être clair. 19h32. 19h30. Moi, je voudrais juste en profiter là que j'ai la parole pour répondre à Anne, donc qui me pose la question directement, mais elle vaut pour tout le monde. Enfin, peut-être c'est une précision par rapport au master d'âge. Donc, elle demande si faire son alternance dans un cabinet d'expertise comptable avec un juriste spécialisé en droit rural est compatible avec le master d'âge. Je suis pas sûr que que ce soit le meilleur choix. Maintenant, votre question est surtout, c'est de savoir s'il faut se diriger vers une entreprise spécialisée dans la protection intellectuelle. Alors, le master d'âge n'est pas un master en propriété intellectuelle. Euh, L'idée, c'est qu'il prépare plutôt les étudiants à, à, à avoir conscience, à comprendre les enjeux, tous les enjeux liés à l'immatériel. Mais c'est parce que toutes les entreprises, en fait, aujourd'hui, sont confrontées à ce type d'enjeux. Mais ça reste une formation en droit des affaires, une formation de juriste d'entreprise. J'ai des étudiants qui sont en alternance, aussi bien chez Carrefour qu'en banque, que dans des entreprises tech ou dans des startups. Mais vraiment, tous les profils d'entreprise sont possibles. Et ils ne font pas tous, loin de là, de la propriété intellectuelle dans le cadre de leur alternance. Maintenant, je ne suis pas certain que le droit rural soit, pour le coup, le meilleur choix de spécialité tout de même. Une entreprise
ou un juriste qui vous accompagnerait généraliste, ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. Mais peut-être que j'aurais dû vous répondre inversement. C'est que quasiment tous les étudiants qui sont dans des entreprises, qui ont été dans des entreprises très spécialisées et qui avaient des tâches très spécialisées, je pense à certains qui étaient dans des entreprises de BTP, par exemple, ou des entreprises de transport, ont demandé à changer d'alternance, en fait. Parce que ça demandait des compétences, en fait, on leur demandait des compétences trop pointues, qui n'étaient pas, pour le coup, celles du master d'âge. On ne fait pas du droit de la construction, on ne fait pas ce genre de choses. Et donc, voilà, j'ai été un peu long, mais je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais... Peut-être préciser, même si Madame Laref en a parlé, qu'il n'y a pas de, on sélectionne sur dossier, donc il n'y a pas de préférence pour ceux qui viennent de la Cato, puisqu'il y avait une question sur voilà, qui pouvait entrer dans les masters. Oui, non, ça n'y a pas de souci. Il y a une question, je ne sais pas à qui elle s'adresse. Bonjour, prenez-vous principalement en compte les notes des matières spécifiques à la formation, droit privé principalement, ou adoptez-vous une approche plus globale du dossier? Laura, Alexandre, vous souhaitez répondre? Ah oui, tu vas bien le faire, toi, non? Je peux tenter. Allez, vas-y. Vous venez à mon Fais pas secours comme si, toi, on dira. Voilà. si j'échoue lamentablement. Voilà, ça va Euh, aller, ça va aller. Ça va aller. Alors, effectivement, vous visez le droit privé. Je dois vous avouer que si vous n'avez fait le choix que d'options de droit public, ça va être forcément compliqué. Si l'étudiant n'a pas du tout de connaissances en droit des contrats spéciaux, en droit des sûretés, en droit commercial, en rien du tout, mais que par contre il est très au point en DIP, je sais pas moi, euh, non, là, je vais dire une bêtise en plus. Enfin bon, bref, je suis pas publiciste, donc il y a les options de licence m'échappent un peu en droit public. Ça va être plus compliqué, mais ça n'est pas, j'allais dire, ça n'est pas là non plus un obstacle en tant que tel. Cette année, j'ai intégré une étudiante qui venait d'un parcours d'une licence généraliste, mais d'un parcours droit européen, qui n'avait pas fait le choix d'option de droit privé. Donc, elle avait certains, j'allais dire, certains fondamentaux, mais qui, voilà, j'allais dire des indispensables que tous les étudiants d'une licence de droit, quelle qu'elle soit, ont suivi. Et pour le reste, elle avait fait le choix, pardon, de suivre des options toutes orientées droit public, voire des compléments au niveau linguistique, et ça ne l'empêche pas voilà, de s'épanouir sur le master 1 droit des affaires et d'être d'ailleurs, j'allais dire, sinon dans le peloton de tête, en tout cas, dans les plus, voilà, dans celles qui réussissent le mieux cette année, qui sont le plus épanouies. Donc, c'est une approche beaucoup plus globale, comme vous l'évoquez, Lucas. Et voilà, comme on l'a dit, comme chacun d'entre nous a pu le dire, c'est aussi la motivation qui va conditionner principalement votre acceptation ou non en master, quel qu'il soit. La cohérence du projet, la cohérence de la réflexion. Et puis voilà, si effectivement l'étudiant, que ce soit au cours de l'entretien ou au cours de sa lettre de motivation, ben voilà, n'est même pas en mesure d'évoquer pourquoi la formation, quel intérêt a suivre cette formation, qu'est-ce qu'il envisage derrière. Bon, ça va nécessairement le desservir. Donc, c'est une approche beaucoup plus globale que de se dire, en tout cas pour ma part, je ne vais pas regarder, mince, il n'a pas fait le droit des sûretés, il n'a pas fait du droit des contrats spé, donc je ne le prends pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, évidemment. Heureusement, en tout cas, je le crois. C'était parfait, c'est parfait. Je te remercie, Alexandre. Non, mais moi, voilà, moi, c'est un petit peu la même chose. Alors évidemment, c'est un master de droit des affaires. Donc, bon, il y a des matières vraiment fondamentales à connaître, hein. Le droit des obligations, vous y êtes tous passés. Bon, ça, vous n'avez pas eu le choix. Et puis, en troisième année, vous avez, ou en deuxième année d'ailleurs, ça dépend des universités. Il y a des universités qui ont encore la bonne idée de faire ça en deuxième année. Vous avez fait du droit commercial général et du droit des sociétés en troisième année. Alors certains l'ont pas fait parce qu'il y a eu des choix d'options en troisième année ou d'autres, pour rebondir sur une question qui a été posée, sont partis en Erasmus, bien évidemment. J'ai rien contre le droit commercial irlandais ou le droit des sociétés au Luxembourg, mais c'est pas
forcément la même chose, mais au moins avoir cet essentiel-là. S'il manque une matière, bah évidemment, on va pas, il peut y avoir de la motivation, mais évidemment, le dossier va un petit peu, entre guillemets, rétrograder dans mon esprit. Ensuite, il y a la logique de motivation, il y a la logique de travail sérieux aussi tout au long de la licence. Et pour ça, vous ne pouvez pas savoir comme vos notes de TD ou de TE sont extrêmement importantes dans n'importe quelle matière, même dès la première année, même en droit public. Je suis quelqu'un de très ouvert. On va regarder ces notes-là. Parce qu'on se dit, bah, un accident à un examen terminal, ça peut arriver. Hein, je suis bien placé pour le savoir quand j'étais à votre place. Mais a priori, en TD, si on a eu globalement des 10, des 12 pendant les 3 années, on se dit, bah, au moins c'est un candidat qui travaille assez sérieusement, ça va donner quelque chose de plus. On va vraiment avoir une étude globale du dossier, sinon on balancerait ça à une intelligence artificielle et puis on ne s'embêterait pas à passer 15 jours, 3 semaines au mois d'avril à pas avoir de vacances, à étudier des dossiers. Donc, vous voyez, on le fait parce on est content de le faire. Donc, il y a cette. Tu n'avais pas coupé ton micro, hein. Il y a cette, il y a cette, il y a cette idée vraiment, voilà, d'étude globale du dossier. Évidemment, celui qui va se venir avec une troisième année d'économie, de gestion ou de chimie, bon, là, on va pas le prendre parce que, mais il n'y a pas une matière totem qui ferait exclure d'emblée, tout à fait froidement, une candidature. Bon, moi, j'ai rien de spécial à ajouter, si ce n'est que personnellement, effectivement, je regarde quand même les notes, hein. Je regarde les notes en droit des obligations, en droit des contrats, en droit des sociétés quand quand ça a été suivi. Euh, et effectivement, comme Alexandre, je vais plus souvent m'attacher aux notes de TD qu'aux notes d'examen terminal, effectivement, qui sont plus représentatives de la capacité de l'étudiant à travailler sur le long terme, en fait, du niveau général de l'étudiant, à mon sens aussi. Ouais. Je me permets de rebondir, mais effectivement, je disais qu'il n'y avait aucun enseignement qui faisait obstacle au fait de poursuivre en droit des affaires, mais à l'inverse, je te rejoins complètement. Si l'étudiant a fait le choix de prendre, je ne sais quoi, selon les universités, droit des contre aspects, droit des sûretés, et puis j'en sais rien, mais qu'à toutes les matières, en l'occurrence, il a 3, 4, 2 et 7, ça va être très compliqué d'envisager la poursuite en droit des affaires. Il faut être aussi honnête. Bon, et puis je pense aussi que c'est plus beaucoup plus logique et plus pertinent pour l'étudiant que de se dire bon ben c'est peut-être pas pour moi le droit des affaires, sauf à redoubler, j'en sais rien, voilà, à refaire une année si tant est que des difficultés et parcouru celle-ci, mais il faut aussi faire son choix aussi en pleine conscience, en se disant: «Beh, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire et pourquoi j'ai échoué, sur, la plupart des matières, en tout cas, qui ont une dimension, affairiste?» Donc et c'est tout en fait, on en revient à la cohérence. Voilà, du début à la fin, c'est une question de cohérence. Ce qui répond aussi à la question d'Élise, là, que je vois dans le chat. Est-ce que vous regardez si les étudiants ont pris le TD de droit des sûretés des sociétés au deuxième semestre ou est-ce que suivre le cours magistral suffit? On regarde la cohérence d'ensemble du parcours professionnel et du projet qui est présenté dans la lettre de motivation ensuite. On ne va pas s'arrêter, enfin moi à titre personnel, je ne vais pas aller cocher les cases semestre 1, semestre 2 de chaque matière. Non. Rien à rajouter. Voilà, on n'est plus à un TD près en troisième Non. année. C'est pas. Et d'ailleurs, c'est pas automatique. Hein, c'est pas parce qu'un dossier va être à 13, 14, 15 de moyenne sur les 3 années qu'il va réussir en master, hein, même en droit des affaires. Hein. En 10 ans de direction de ce master, la meilleure étudiante que j'ai jamais eue, qui a fini major du master 2, elle avait redoublé une année de licence et elle est rentrée en master 1 grâce à sa motivation avec un dossier qui plafonnait. Elle n'avait pas eu une seule année au-dessus de 10,5 de moyenne. Puis l'alternance lui a plu, les matières lui ont plu. Le master, c'est un peu différent de la licence. Hein. Il y a un peu plus de, notamment, je parle au nom de mes collègues, hein, on a tous peut-être davantage d'autonomie de l'étudiant sur certaines matières, de travail directement en cours. Donc, s'il faut que ça,
il faut que ça accroche. C'est peut-être aussi le moment pour vous, les envies de master, les envies de boulot qu'on a depuis 5, 10, 15 ans, c'est une chose, mais la réalité des études de droit telles que vous avez appréhendées pendant 3 ans, ça peut aussi en être une autre. Et peut-être qu'il y a certaines matières qui vous plaisaient pas forcément, ou vous ne voyez pas bosser dedans, bah, qui vous ont plu, vous avez réussi, vous n'avez pas eu de difficultés. Bon, tous vos camarades ont révisé comme vous, mais ils ont eu 8, ou vous avez eu 15 ou 16. C'est peut-être le moment de vous dire, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. C'est peut-être le moment de faire une sorte de bilan, si vous voulez. Donc nous, on ne va pas s'arrêter uniquement à des notes, parce que je ne suis pas en train de dire que les notes veulent rien dire, ne me faites pas dire ça, mais elles ne veulent pas tout dire. C'est bien dit ça, Alexandre. Ouais. Ouais, je sais, je Ça sais. pourrait, ça pourrait être le mot de la Ah, fin. je l'avais bossé, j'avais bossé. C'est ton instant philosophie à 19h45, précise. Et avec le ventre vide, hein. Bon, bah Ça va écoutez, être le je mot de la crois fin, que hein. nos Ouais, je étudiants crois sont tous bien. partis manger aussi. Non. Eh ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Ouais. En tout cas, Merci ouais. en tout cas d'avoir participé à cette conférence. Juste pour petit rappel, on a encore la JPO 2 qui est accès master justement qui est ce samedi 1er février. Donc également possibilité de suivre les conférences en ligne si vous n'êtes pas disponible pour venir en présentiel nous rencontrer. Et puis en fait, on a encore des séries de conférences master tout au long de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire s'il y a d'autres conférences qui peuvent vous plaire. Et merci à tout le monde, merci aux responsables et à Aude pour votre venue et votre présence. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous rencontrer, et puis ce sera, pour ceux qui peuvent, ce sera aussi l'occasion de rencontrer les étudiants des masters qui viennent au JPO, qui nous accompagnent et qui peuvent vous parler des formations de manière un peu différente du discours que nous, on porte en fait. Bon. Et ben merci tout le monde, au revoir. Merci à Merci. vous Bonne soirée à tous. tous. Et, Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. il y a des derniers messages. Merci, super. C'est Au des revoir. remerciements. Ouais, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut Laure. Bonsoir Léa, bonsoir Aude. Bonne soirée. Salut. À demain. À Ouais, demain. à demain. Tout le temps et tout. Par exemple, si